Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. Découvrez en toute intimité une personnalité qui fait l'actualité culturelle, aborder des questions de développement personnel, de bien-être et de spiritualité, le tout saupoudré de la magie des fées. Aujourd'hui, je reçois Michel Fugain, artiste passionné et généreux, qui aime la vie et la chante de manière colorée et festive. Plus de 50 ans de carrière, il vient de sortir un nouvel album, La vie, l'amour, etc. Et il sera en tournée en France et en Belgique dès le mois d'avril. Bonjour Michel, je suis très heureuse de vous recevoir dans Douceur et Confidence. Et je vous avoue que je garde un lumineux souvenir de notre entretien précédent d'il y a quelques années. Vous m'avez dit ça, oui, mais un truc qui s'est terminé à l'hôpital. Alors, d'un seul coup, il y a eu plein de questions. Pourquoi l'hôpital? Est-ce qu'ils se sont battus? Non, non. C'est qu'effectivement, je devais aller à l'hôpital voir ma fille et vous étiez là. Je vous avais emmené. Ben ouais, pour terminer. C'est ça. Alors, votre nouvel album, La vie, l'amour, etc., est un hymne à la vie. Un constat aussi sur ces années qui passent et je trouve qu'il est empreint d'espoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce projet? L'origine du projet, Oui, oui, pourquoi tout oui. ça, l'origine du projet, il est beaucoup plus pratique. C'est-à-dire que j'avais besoin de faire de nouvelles chansons. Ça fait 10 ans que j'avais pas fait d'album. Il y avait plusieurs raisons, dont une qui me paraissait importante, c'est que je ne voulais plus signer dans une maison de disques. Il y a une première partie dans le spectacle que je fais, qui s'est mis au point petit à petit au fil des années, avec la première place, c'est le Big Bazar, comme si c'était l'origine. En fait, c'était pas l'origine puisque la première chanson, la plus vieille chanson du spectacle, c'est Je n'aurai pas le temps, et elle est venue avant le Big Bazar, bien sûr. Et j'avais besoin de pouvoir insérer des chansons nouvelles et qui répondent. Il se trouve que la première chanson de l'album dont vous me parlez, Valérie, c'est La rue du temps qui passe. Je vous parle simplement de mon cheminement de pensée, d'accord? La rue du temps qui passe, donc je ne vais pas la mettre derrière, celle-là, elle vient en premier. C'est-à-dire comme si c'était le départ de la grande aventure. Et derrière, j'ai dit, la première rencontre que j'ai faite importante, c'est la rencontre avec la musique. Et il fallait mettre des mots dessus et j'ai rencontré Pierre Delanoë. Et Pierre Delanoë, c'est Pierre Delanoë qui m'a appris. Je dis un de mes pères fondateurs, car les deux pères fondateurs sont de toute évidence Pierre Delanoë et Maurice Vidal. Après avoir dit que Pierre Delanoë était un parolier et non pas un auteur qui se gargarise avec ses textes, c'est un mec qui met des mots sur de la musique existante. C'est ça le parolier. Et c'est un vrai métier. Ça aussi, j'ai envie de le faire passer dans ce spectacle. C'est un vrai métier. Ça se fait pas comme ça. Il faut avoir un talent fou et une technique folle pour écrire un texte sur de la musique existante, sur des mélodies, et que ce soit fluide, que les accents toniques soient respectés, parce que les accents toniques à l'envers, c'est pas bien, on comprend pas ce qu'il dit, et tout ça. Donc, et là, qu'est-ce que je mets? J'ai dit, j'avais une mélodie, et il m'a donné ça, et c'est plus Je n'aurai pas le temps. C'est-à-dire qu'avant, Je n'aurai pas le temps, c'est La rue du temps qui passe. Et puis, finalement, c'est un truc qu'on va retrouver à la fin du spectacle. C'est-à-dire que, oui, le temps passe, et les années passent, les périodes passent, et puis il y a la faucheuse au bout, elle est dans les etc. D'accord? On y viendra plus tard sur cette faucheuse, justement. Il me semble que c'est la première fois que vous écrivez des textes de vos chansons sur cet album. C'est pas tout à fait vrai. Des premières chansons que dans le spectacle, c'est une chanson qui s'appelle Soleil et elle casse pas quatre pattes à un canard, mais elle dit exactement ce qu'elle doit dire. Et j'ai fait le texte. Non, il y a plein. J'ai une trentaine de chansons avant celle-là que j'ai écrite.
J'en ai écrit dans l'opus qui est passé à travers, que personne n'a vu. Et c'est dommage parce que c'est bourré de très bonnes chansons, qui s'appelait Bon an, mal an. Bon an, mal an, c'est 24 chansons, à raison de 6 par trimestre. Une excellente mauvaise idée. Je m'étais filé comme challenge de faire 6 chansons par trimestre, par saison, et l'hiver, l'automne, et machin. Donc, là, vous imaginez bien que tout le monde m'a fait « Ah, c'est les 4 saisons de Vivaldi !» Bah non, c'est pas les 4 saisons de Vivaldi, gros con. C'est les 4 saisons. Alors, il a pas trusté. J'ai fait ça, et j'ai tenu mon challenge, et dedans, il y a des chansons magnifiques, des chansons formidables, qui sont passées à travers, parce que quand on a sorti le premier 45 tours, on est revenu 3 mois après, et les mecs, je fais, bah non, on est en train de travailler sur ce premier. C'est pas ça le jeu, putain. C'était l'expérience extraordinaire de faire 24 chansons dans l'année, quoi. À raison de 6 par trimestre. C'était une excellente mauvaise idée, voilà. Vous étiez avant-gardiste, mais du coup, ça rentrait pas dans le moule, justement, de l'industrie. C'est vrai, mais d'un seul coup, les gens sont privés de quelque chose. Je veux dire, ceux qui sont intéressés. Parce que, d'un seul coup, c'est pas programmé, c'est pas machin, donc c'est pas vendu, donc c'est retiré de la vente, et au revoir. On plie les gaules et on s'en va, quoi. Et pourtant, je suis très fier de l'avoir fait, hein. Il y a plein de choses que j'ai fait dans ma vie, dont je suis très, 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 très fier. Pour revenir à l'album, quand vous écrivez, vous avez un rituel ou pas du tout? Vous écoutez l'intuition, vous avez envie d'écrire, ou alors vous avez vraiment comme un rituel pour vous mettre au travail? Je suis tenté de vous dire non. Je suis tenté de vous dire non parce que ça se passe à peu près de la même manière, mais c'est pas un rituel. C'est une habitude. C'est ce que vous demandez à un ébéniste s'il a un rituel avant de commencer un meuble. Il va simplement vous dire que il a préparé ses outils qui sont bien aiguisés, etc. Tout comme ça. Mais le rituel, j'ai pas de rituel. Ça me paraît tellement simple, quoi. Mais pour ça, il faut que je me mette devant un clavier. Je disais tout à l'heure, j'étais en interview, je disais à un mec, je précisais que La rue du temps qui passe, qui est la première chanson, en fait, pour moi, c'est une insomnie. C'est-à-dire, je me réveille au milieu de la nuit, je vais me faire un thé au lait, je me descends, puis je vais au piano, puis je joue, puis il y a un truc qui part, et puis je suis retourné me coucher, et elle me dit, bah, si je m'en souviens demain matin, c'est que c'est bon. Et puis voilà, et puis un jour, il y a un texte à mettre dessus, et puis voilà. Oui, vous écoutez, en fait, vous écoutez en fonction de ce qui vous inspire, et au moment où ça arrive, quoi. Je suis à la fois opportuniste, c'est-à-dire, je laisse pas passer un truc, mais pas un instant, mais je laisse pas passer un être humain, je laisse pas passer quelqu'un que je rencontre, il n'y a pas de raison. Et à la fois fataliste, c'est-à-dire, arrive ce qui arrive. C'est dû à rien d'autre que avec des concours de circonstances, des machins, c'est la vie, c'est comme ça. Vous partez 10 minutes avant ou 10 minutes après le moment où vous partez, et le moment où vous êtes parté, il y a un con qui va vous froisser une aile, ou vous allez froisser une aile de quelqu'un parce que vous y prenez mal. C'est comme ça. C'est comme ça. J'ai pas envie que ça change, moi. C'est comme ça que c'est poétique. C'est comme ça que c'est poétique. C'est comme ça qu'on est peu de choses, peut-être, pour être trivial dans l'expression. On est des êtres humains qui sont ballottés par les événements, par le temps, par les fous qui surgissent d'un coup. À travers cet album, est-ce qu'il y a un message que vous souhaitiez faire passer, justement, parce que je trouvais l'album, moi, très touchant et aussi empreint d'espoir, même si à certains moments vous faites un constat de ce qu'est ce parcours de vie, mais il y a de l'espoir au bout du chemin. L'espoir, c'est un peu court. Je préfère l'espérance. Oui, je préfère l'espérance. Et puis l'autre jour, il y a un mec qui dit espérance, mais c'est un terme religieux. Non, c'est un mot français, excuse-moi. J'allais vous dire ça, effectivement, ça a une connotation pour certains. Non, c'est un mot français, et c'est un très beau mot. C'est l'espérance plus que l'espoir.
L'espérance, parce que l'espérance, elle va dans le temps. Alors Mhm. l'espoir, c'est l'espoir pour demain matin, et il m'intéresse beaucoup moins mais ça peut être quand même des chansons d'espoir, on est bien d'accord. La teneur de cet album, bien sûr que je me suis posé des questions. J'ai une chanson qui s'appelle Elles sont. Il y a un moment où j'ai tenu à faire cette chanson et à dire que les femmes sont pour moi. Je suis un amoureux des femmes depuis tout le temps. Et plus qu'un amoureux des femmes, je suis un admirateur des femmes. C'est-à-dire, n'oubliez pas que je suis un Méditerranéen dont j'espère qu'il n'est pas trop con et qui sait parfaitement qu'en Méditerranée, partout le pourtour de la Méditerranée, la femme est la patronne. En Corse, par exemple, la figure, c'est la Vierge, c'est la mère, la mama, c'est la mère. Et ma conception, elle est là depuis très très longtemps. Est-ce que c'est parce que je suis trop marqué par la Méditerranée? Mais les femmes sont toujours derrière l'homme. Et pas derrière en valeur, mais au sens méditerranéen, c'est les femmes aiment bien que leur homme brille, fasse le kéké devant, qui brille en société, mais qui c'est qui tient la maison, qui c'est qui tient l'affaire? C'est la femme. Et bon, ça c'est pour la petite histoire, hein. Mais ou une façon amusée de voir la chose. Mais j'avais jamais fait de chansons, de textes sur les femmes et dire à quel point elles sont les deux, quoi. C'est à la fois à la fois sorcières parce que je les connais en tant que sorcières et à la fois fées parce que je les connais aussi en tant que fées. Et j'avais besoin de le dire, j'avais besoin de l'écrire, j'avais besoin de dire à quel point elles sont importantes et quel point elles restent une énigme. Mais elles sont l'ombre et la lumière, mais elles ont la foi charbonnière des torrents qui font les rivières. J'avais envie de parler des femmes, je l'ai fait. Il y a une autre chanson qui s'appelle Nouveau départ. Et celle-là, je l'ai faite au lendemain du Covid et de notre internement Covid. Et j'ai eu la sensation, mais c'est une sensation qui n'a pas été démentie, qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant cette période qui fait qu'on ne reviendra pas en arrière, mais qui a bousculé des trucs, qui a bousculé des choses d'une façon sociétale, hein, dans la société, bousculé des comportements. Et comme un utopiste acharné, j'ai dit, c'est peut-être bien le moment de prendre un nouveau départ, de faire autre chose, autrement. Et ben, j'ai fait la chanson qui correspondait, c'est-à-dire débarrassons-nous de tout de tout ce qui n'était pas bien, des toiles d'araignée, des corrompus, de tout, et puis prenons un nouveau départ et on fera ce qu'on peut, de son mieux, de son mieux. Voilà. Et c'est sûr il y aura eu un avant et il y a un après le Covid. Il y a incontestablement, et je suis pas sûr que tout le monde maîtrise encore le changement. De mon point de vue, on est créateur de nos vies. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que... Bien sûr. Bien sûr qu'on est créateur de nos vies. On est créateur à l'échelle unitaire, chacun pour soi. On crée aussi. Si on se plante, on se plante. Hein. Il y a un bilan au bout, hein, d'accord. On n'y échappe pas à ce bilan-là. Ce qui fait qu'il y a on voit, il y a des mecs qui ont raté. Ils ont raté des trucs. Et c'est pas pour noircir le tableau, c'est simplement faire un constat. Il y a des mecs, ils portent leur échec sur la gueule, quoi. Il y a des qui portent leur échec sur la gueule. Ils avaient les mauvaises options, ils avaient des mauvaises options, ils ont pris à chaque fois des mauvaises options, pas réfléchi, comme ça. Pour du temps, peut-être un peu pour réfléchir, j'en sais rien, mais faut se le donner, il faut se le procurer, le temps, faut se le créer, le temps. Mais en tout cas, notre vie est toujours le résultat de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de nos propres décisions. Et puis, il y a les décisions qu'on prend en commun, dans une société. Et là, c'est plus complexe. C'est vachement plus complexe. C'est vachement plus complexe. Pour répondre à la question, est-ce que on choisit, on peut construire sa vie? Bien évidemment, et il n'y a personne d'autre que soi-même à blâmer à la fin du compte. Et puis,
pour moi, tout est expérience. C'est un enseignement et ça nous permet de se relever quand effectivement on ne prend pas le bon chemin. Ça Ouais. amène derrière du positif quand même, à mon sens. Hein, donc, Bien sûr, je crois qu'il faut poser quand même un certain nombre de trucs en principe, c'est que la vie n'est pas facile. ça, c'est sûr. La vie, ça n'est pas facile. Et que pour tirer son épingle du jeu, faut le savoir, parce qu'il faut éviter ce qui pique, faut éviter ce qui fait mal, en tout cas, faut être vigilant. Faut être vigilant. Pour revenir à la création, à la créativité, que symbolise-t-elle pour vous, cette créativité? La créativité, Oui. elle symbolise tout. Vous me surprenez un peu avec la question. Je suis obligé de me la mettre un tout petit peu dans mon cerveau et puis l'embrasser un peu. Je me demande qu'est-ce qui existe dans la créativité. Tout a été. Puis en même temps, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qui me vient dans la tête. Mais quand même, la créativité à partir de l'essentiel, à partir de l'espèce de magma qui était notre planète à l'origine, créativité, la créativité, c'est si on va jusqu'au bout, la nature, c'est la nature, c'est-à-dire l'évolution, c'est une créativité permanente, quoi, qu'on ne peut qu'admirer, bien sûr. Créativité, c'est essentiel, c'est la vie, c'est la vie qui va, la vie qui va. C'est aussi le spectacle qui va, c'est aussi la musique qui va, c'est aussi le cinéma qui va, c'est aussi l'écriture qui se fait, c'est aussi le type qui va trouver une nouvelle bagnole qui polluera moins, etc. La créativité, c'est ça, c'est la vie qui avance. C'est ça, et vous parliez de la scène. Justement, est-ce que la créativité, c'est pas aussi une jolie façon de partager avec les autres, puisque quand on regarde votre parcours, vous êtes un homme de partage. J'espère bien. Qui dit partage dit de preneur. Hein. Ce qui est bien dans le partage, c'est précisément qu'on peut aussi prendre les autres. Je sors jamais fatigué du spectacle, hein. Jamais. On est payé par les gens. Ils nous envoient. Et pas que des applaudissements. Je vois les yeux. J'insiste toujours auprès des mecs qui font les lumières. Et maintenant, ils savent, hein, dans mon équipe, ils savent. Je vois les gens. Je vois leurs yeux. Je vois leur façon de réagir. Moi, ça me paye. Je suis payé. Donc, il y a un moment où, oui, si on partage, on échange. On échange. J'ai toujours travaillé avec beaucoup de gens, simplement parce que c'est tellement plus productif. Or, c'est productif, mais je suis quand même obligé de dire de penser, de dire le fond de ma pensée, c'est qu'on peut pas créer à deux. On peut pas créer à plusieurs. Il y a une création qui est l'œuvre d'un homme ou d'une femme, on est bien d'accord, hein, d'un sapiens, quoi. L'œuvre d'un individu, et on se réunit autour d'un projet de l'individu et on se réunit autour du projet d'un autre individu, pareil, mais la création à plusieurs, je n'y crois pas une seconde. Je n'y crois pas, car c'est une vraie création avec une vraie identité, c'est intime. La création, c'est intime. La créativité, par contre, c'est pas du tout la même chose. Il y a créativité et puis il y a la création. Création, c'est solitaire au départ. Après, je suis incapable d'aller au bout d'une création si je suis pas avec les autres. Et je suis pas le seul dans mon équipe. Hein. Je suis incapable. J'ai besoin de l'amitié parce que moi, le créateur tremble. Toujours, il a peur. Il a peur de passer à côté. Il a peur que sa création ne soit pas bonne. Et c'est les autres qui éventuellement et petit à petit peuvent dire oui ou non. Et si tu faisais ça, et c'est arrivé parce que dans les chansons de l'album, il y a un copain qui écoute, tu fais, mais pourquoi tu reprends un couplet là? Et mets les deux couplets ensemble, et puis après tu pars sur cette espèce de grand truc. C'est pour le nouveau départ. Et je l'ai fait. Il avait 100 000 fois raison. Parce que d'un seul coup, c'est
c'est à la fois la cohérence, le propos s'y prête. J'aime bien l'espèce de truc. On réunit ses billes, on fait comme ça, puis d'un coup, on va se danser. Et putain, on va danser, on va gagner, on va. Et la scène aussi, elle ancre. C'est une façon, ça vous permet de vous sentir vivant, d'être vraiment dans l'instant présent. Oui, vivre, être là, l'instant présent, c'est la moindre des politesses vis-à-vis des gens qui sont dehors. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas, en plus d'être l'aboutissement de la création, qui fait partie de la créativité, c'est l'acte sociétal, oui, c'est la société. Je fais partie de cette société. Mon rôle à moi, dans la meute, il est de divertir la meute, il est d'offrir, de partager, égayer la meute, c'est-à-dire égayer, lui faire plaisir, créer des émotions. Je suis un des préposés à l'imaginaire de ma meute. Et je veux dire, je suis pas seul, on est bien d'accord, hein, il y a plein de monde, hein, il y a des gens que je respecte énormément, et dans mon métier, et dans tous les métiers artistiques, qui fait que je dis, nous sommes des préposés à l'imaginaire de notre meute. Je vous ai demandé de choisir une chanson qui pour vous symbolise la vie. Vous avez choisi Over the Rainbow. Pourquoi ce choix? Somewhere over the rainbow. Je viens de l'évoquer et je viens d'avoir un départ de sanglots. C'est beau comme la vie, c'est beau comme une aurore, comme un soleil levant. Et pour vivre en Corse et ouvrir mes volets le matin, j'ai ça tous les matins. La lumière de la Corse le matin, c'est une tuerie. Pour moi, c'est la vie. Pour moi, c'est ça, la vie. Quand on est artiste, on est sensible. Êtes-vous à l'écoute de votre intuition? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je m'en méfie un peu de l'intuition. Il y a un truc dont je ne me méfie pas, c'est mon animalité. D'accord. Elle se gourre jamais. Je ne peux jamais l'oublier. C'est-à-dire, je suis un animal, j'ai des réactions d'animal, et cet instinct-là, il me plante jamais. Faites l'essai. Faites attention un jour. Vous voyez quelqu'un passer la porte, et puis il y a quelque chose en vous qui fait ouf. Et celui-là, c'est un enfoiré. Vous le dites pas, vous le formulez pas, mais c'est un enfoiré. La vie fait que, une fois qu'il va rentrer, on copine, un jour il va vous faire un enfant dans le dos. Et vous dites, putain, mon animal, il l'avait vu. Et ça, pour vous, c'est plus le côté animal que l'intuition, finalement? Ah oui. L'intuition, c'est beaucoup plus féminin que beaucoup plus féminin. Vous avez un truc à part qui est une espèce de. N'oubliez pas que les premiers chamans, c'était des femmes. Et vous êtes à l'écoute comme vous êtes à l'écoute de votre animalité, vous êtes à l'écoute de votre corps quand il vous envoie des messages ou ça, non? Oui. Oui. Mais je suis pas un fou je suis pas hypochondriaque non plus. Mais je sais. Ça n'a rien à voir. Je sais comment fonctionne mon corps, je sais comment il est quand il va pas. Je sais consulter quand il y a quelque chose qui se présente qui est un petit signal. Que j'aime pas. J'aime pas. Et quand je vous dis j'aime pas, ça me ramène à une image que j'ai des dernières, malheureusement, des toutes dernières images de ma Laurette, de ma fille, qui, quand on lui a fait une greffe de moelle, on a reçu la moelle, elle est traitée, elle est nettoyée, etc. Puis il y a un moment où on lui fait la greffe. Et à ce moment-là, elle est vide. Elle a plus rien. On a vidé son corps de tout ce qui était les mauvaises lueurs. Elle dit, et là, nous, on est tout contents parce qu'elle a trouvé une greffe et que cette greffe va potentiellement la sauver, etc. Et elle est là, elle dit, oh, j'aime pas ce qui se passe dans mon corps. J'aime pas ce qui se passe dans mon corps, j'aime pas ce qui se passe. Et elle avait raison. Aujourd'hui, qui est Michel Fugain? Un mec assez bien dans ses pompes. Je vis assez bien mon octogénarat, je sais pas comment on peut dire. Je vis assez bien ça.
parce que d'abord je suis fataliste, c'est bien qu'il y a un bout. Hein, je vis assez bien ça. J'aime l'idée que je vais profiter très 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 fort, avec une infinie gourmandise, les années qui viennent, les années qui vont se préparer, sachant que mon corps me trahira en premier. Mon meilleur ami me trahira en dernier. C'est lui qui me trahira en dernier, parce que c'est lui qui va lâcher la rampe, pas moi. Il m'emmènera avec lui, le bougre. Mais ça fait rien, c'est comme ça. J'ai toujours dit que je voulais mourir fatigué. Et comme je ne le suis pas, je suis inquiet. Ça veut dire que je ne le sens pas venir pour l'instant. Je voudrais mourir fatigué et que ce soit et avoir fait au maximum tout ce que je devais faire. Je sais maintenant qu'on ne fait qu'avec l'énergie. C'est l'énergie qui est au départ de la créativité, on est bien d'accord. Pour moi, l'énergie, c'est, je prends l'image d'un charbon ardent, oui, qu'on nous met à l'intérieur, qui vient avec nous à la naissance, qui nous fait pousser le premier cri, le cri primal, qui correspond à la prise d'air, et à cet air qui fait mal même au poumon du bébé parce qu'il est, c'est une goulée d'air terrible qui fait un peu mal, puis il va s'y faire. Et ce charbon va petit à petit, il va s'éteindre, il va tendance à s'éteindre, et quand il s'éteint, là c'est fini, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Donc pour l'instant, moi j'ai un charbon qui va bien, quoi. Donc je sais qu'il y a une fin et que j'ai un peu de temps devant moi. Je vais faire en sorte je fais pas d'excès, hein, je suis addict à rien du tout, sinon j'ai été fumeur longtemps, maintenant je suis passé à quelque chose qui ne fait plus mal aux poumons, donc très bien. Mais c'est la seule addiction que j'ai. Je ne bois pas, je me drogue pas, je me shoote pas, je fume pas le bédo tous les matins ou tous les soirs. Non, j'ai pas tout ça. Donc physiquement, je pense que je vais bien, quoi. Ouais, je m'écoute, ouais. Donc ce mec-là, ouais, il est pas mal dans ses pompes. J'aurais appris tout ce que j'étais capable d'apprendre. J'allais justement vous poser la question, quel regard posez-vous sur votre parcours, sur votre chemin, quand on a une carrière comme la vôtre? Je suis pas mécontent, vraiment. Il y a à la fois le parcours culturel, c'est-à-dire ce qu'on a appris, comment on a cultivé son intelligence, cultivé son cerveau, c'est-à-dire en bêchant et en le nourrissant de plein de choses. Je crois que j'ai pas mal fait, en dehors de l'aspect strictement professionnel, hein. Mais c'est important parce que ils sont très très liés quand même, hein. Donc ça, j'ai pas merdé. J'ai l'impression, mais je dis bien en fonction de que j'étais capable de faire et de comprendre. Que représente pour vous la mort? L'ennemi intime. Quand ma fille a disparu, j'ai dit, et je pense toujours, j'ai pris un coup de katana, j'ai pris un coup de sabre japonais qui m'a attrapé, et j'ai du bol parce que les deux parties tiennent ensemble. Ne secouez pas trop fort parce que il y a une partie qui va tomber. Et ça, je suis coupé en deux depuis, hein. Ah ben, la perte d'un enfant, c'est la pire chose qui puisse arriver à un parent. Oui, mais je garde mon coup de sabre. Non seulement ça, mais j'y tiens. J'ai aucune envie d'en faire autre chose que le coup de sabre que c'est. C'est la fin de la vie. Pour moi, c'est une transformation. Il y a une continuité après, mais ça n'enlève en rien le chagrin
immense de la perte d'un être cher, mais je me dis que chaque départ est vraiment un moyen d'honorer la vie et de célébrer la vie. Ouais, c'est une attitude que je connais, que je comprends. J'avoue très franchement, c'est pas la mienne. Moi, quand ma fille s'en va, on m'a coupé on m'a coupé un bout, quoi, un bout de moi. Quand mon meilleur ami, qui était mon papa, disparaît, il a 90 ans, je suis raisonnable, je sais qu'il devait partir. Il est parti, je suis assez content parce qu'il a fait un gros AVC qu'il a foutu dans le coma. Et il n'a donc pas vu la fin. Il a pas souffert. Très bien, mais ma maman, pareil, elle est morte 6 mois avant lui. Alors, ma mamine d'amour, c'est ma mamine, quoi. Non, très franchement, c'est pas là que ça se situe pour moi. Lorsque je vais mourir, je pense qu'à une personne, c'est à ma femme, parce que d'une manière ou d'une autre, elle a 22 ans de moins que moi. Le premier truc que je lui ai dit, c'est toi qui me fermeras les yeux. C'est elle qui va me fermer les yeux. J'espère bien. J'espère que j'aurai pas la vulgarité d'aller me planter contre un platane. C'est pas envie. Mais j'espère que j'aurai le temps de voir venir la chose et de voir mon charbon s'éteindre. Et puis, quand il s'éteint, de voir pour la dernière fois les yeux de ma femme, j'ai eu un verre absolument magnifique. Et je sais que je lui laisse un fardeau lourd, un fardeau émotionnel, un fardeau on fait tout ensemble, d'accord? On fait tout, toujours. Oui, vous êtes un couple fusionnel. Ah ouais, complètement, ouais. C'est-à-dire, je sais bien que je lui fais pas un cadeau d'abord en étant vieux, parce qu'il y a le moment où on va devoir me nourrir à la cuillère, c'est elle qui va se le farcir. Et là, je vais implorer, je vais dire, mon amour, fais-moi une piqûre, quoi. J'en sais rien ce qui va se passer, donc je peux déconner avec ça. Mais je sais que c'est la seule personne qui va véritablement souffrir, parce que j'ai pas envie que mes enfants souffrent. Ben, vos enfants, probablement. Ils souffriront comme moi j'ai souffert de la perte de mon père et de ma mère. C'est-à-dire, c'est dans l'ordre des choses. Alors que ma femme, c'est autre chose. C'est fusionnel. C'est la fusion c'est carrément un fruit qu'on coupe en deux, quoi. Oui, vous m'aviez dit à l'époque que c'était votre moitié d'orange. C'est ma moitié d'orange, incontestablement. J'utilise l'expression parce qu'elle est belle. C'est une belle image. Mais non, mais que ce soit ma descendance, je serais pressé à leur dire, arrêtez vos conneries, vivez votre vie, faites belle votre vie, pensez pas à la mienne, pensez pas au truc. Moi, j'ai mis ma pierre à l'édifice. Je suis pas franc-mac, mais disons que je suis un maçon sans tablier, voilà. J'ai mis ma pierre à l'édifice, j'ai bien conscience de l'avoir fait, et s'il y a des trucs à faire, ça va être le dernier spectacle que je ferai et que j'ai déjà en tête et que j'essaie de soudoyer des producteurs pour que ça soit réalisable. Mais ça sera ma brique. Voilà. Après, le mec, le mur, il est pas fini. Hein. Vous avez choisi Les Vieux de Jacques Brel pour symboliser la mort. Pourquoi ce titre? Parce que la mort, c'est pas très joli et la chanson de Brel, elle est terrible, quoi. Elle est terrible parce que c'est des gens qui sont morts avant d'être morts. C'est ce à quoi j'essaierai de faire attention, mais en ayant une femme plus jeune, ça risque d'être le cas, ça risque d'être possible en tout cas. C'est de ne pas mourir avant d'être mort. Voilà. Ouais, simplement faire attention à ça. La passion, comme vous l'évoquiez au tout début de l'émission, cette passion, c'est cette force, cette énergie, c'est ce qui maintient en vie, ce que vous disiez. Donc, quand vous l'avez. Absolument. Et par rapport justement à cette fusion que vous avez avec votre moitié, vous parliez de la mort, donc cette séparation terrestre, on va dire. Est-ce que vous pensez que vos âmes, elles sont tellement liées qu'il peut y avoir une connexion après? Ou pour vous, ça n'existe pas, ça? Non. Non. J'ai dit pas de dogme, pas de religion, pas de parti, rien. La vie telle qu'elle est, la vie elle s'arrête à la mort et puis ça s'arrête à la mort. La connexion, non. Connexion, on est déjà dans le fumeux, on est déjà dans des brouillards.
qui servent aux gens. J'ai dû d'écrire dans mon bouquin. J'ai dit, putain, des fois, il m'arrive de regretter de pas être, de pas croire en quoi que ce soit, de pas croire en un au-delà. Il m'arrive de le regretter parce que c'est tellement simple, c'est tellement bien de dire, putain, je vais te retrouver mon amour. Non, mon amour, il est en cendres, il est sous un olivier, et, euh, et tout ce que je peux faire d'irrationnel, c'est de prévenir tout le monde et surtout ma femme, dire, mes cendres, mon amour, ça ira sous l'olivier, rejoindre les cendres de Lorette. Ça fait bien longtemps que les cendres de Lorette, elles sont parties dans la sève de l'olivier, et, euh, et que ça fait un très bel olivier d'ailleurs, et que j'irai rejoindre, et j'essaierai d'être allé assez vite. Tout ça, on est dans l'irrationnel. Je ne lutte pas contre, hein. Je ne l'ai pas. Je l'ai pas, et il m'arrive intellectuellement de le regretter. Je le regrette pas dans la vie, non, jamais. Je sais que ça s'arrête. Et quand ça s'arrêtera, j'ai envie d'être conscient du moment où ça s'arrête, quoi. C'est-à-dire au moment où, pouf, fini, pour arriver à rien. Moi, ça m'excite plus, l'idée m'excite plus de savoir, putain, c'est quoi? Parce que quand on dort, j'ai l'impression d'être un enfant de 4 ans. Quand on dort, il y a une partie de la nuit où on est strictement inconscient. Et si on m'enlève la vie à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais passer? J'ai passé d'un noir à un noir? Je vais passer d'un noir à rien? De rien à rien? Je sais pas. Pour moi, ça m'excite beaucoup plus que de savoir qu'il y a une après-vie. Non. C'est moi, mais j'ai côtoyé suffisamment de crétins dans la vie pour savoir que si je dois les retrouver dans un paradis quelconque, bordel. C'est ce que quand on avait échangé sur cette thématique, c'est ce que vous m'aviez dit, c'est ce que j'avais retenu. Qu'effectivement, ouais, on allait retrouver les mêmes cons, alors là, ça vous désolait à l'avance de retrouver mais vous vous rendez compte un tout petit peu de ce truc. C'est une horreur, quoi. Que ça vienne pas à l'esprit des gens. Non. Moi, je trouve merveilleux justement qu'il puisse y avoir une vie après la vie. De par ma médiumnité, je sens la présence, moi, de mon petit frère décédé. Je capte ces énergies d'être disparu, et j'en suis ravie. Mais en revanche, je respecte et j'entends qu'on puisse avoir une autre vérité. De toute façon, moi, ce n'est que ma vérité, ce n'est pas la vérité absolue, bien évidemment. Et je trouve ça beau qu'il puisse y avoir des liens d'amour qui soient éternels. Justement, si vous aviez une définition de l'amour, quelle serait-elle? Moi, je passerais volontiers par l'animalité, les phéromones. C'est un des premiers trucs qu'on s'est dit avec Sanda. Et on parlait, oui, mais les phéromones, tu comprends, je sais pas ce qu'on planquait, mais on planquait forcément quelque chose. On planquait le fait qu'on était attirés physiquement l'un par l'autre. Et que il y a un moment où vous pouvez pas lutter. Il y a la seule restriction que je fais, c'est l'amour. S'il n'y a pas d'amitié, ça me paraît pas durable. Ça me paraît petit. Ça me paraît transformable. Ça me paraît usable. Alors que quand il y a l'amitié en plus, cette amitié nous on a d'abord été amis pour des raisons de décence d'ailleurs. On a d'abord été amis avec Sanda, puis un jour on a craqué, mais on a d'abord été amis, mais excessivement amis. Et que je sais que c'est indestructible. Indestructible, car on est deux amis qui éprouvent de l'amour l'un pour l'autre. Vous diriez que c'est votre meilleure amie? C'est votre confidente? Incontestablement ma meilleure amie. Incontestablement ma meilleure amie. Mon meilleur ami étant mon papa, maintenant il me laisse. J'ai des amis, hein, pas croire. J'ai des très 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 bons amis, mais mes amis ils deviennent très vite des frères, quoi. C'est une sorte de fraternité, et j'en compte pas mal. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens, la chance de vieillir avec beaucoup de gens, donc d'avoir le respect, d'avoir pas à me battre pour ma place avec les autres. J'ai toujours eu 50 plus que les autres. Moi, je sais pas comment je me suis démerdé, toujours 50 plus. Et donc, il y a le respect qui vient avec. Donc, je n'ai eu que j'ai eu beaucoup
de bonnes expériences d'amitié, quoi, qui ont fait des amis et des amis que j'ai perdus aussi parce que ils n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Non, c'est pas ça. C'est parce que ils ont été pas un bon karma. Ouais, Sandra, mon amour, mais mon meilleur ami. C'est ma meilleure amie, c'est incontestablement. Elle sait tout de moi, je sais tout d'elle, mais pas pour se reprocher quoi que ce soit, simplement pour avoir une connaissance encore plus grande, pouvoir raccorder des choses, c'est une chance inespérée. Et cet amour pur, quelque part, cet amour inconditionnel, est-ce qu'il s'exprime plus facilement aussi dans la relation père, enfant et grand-père, puisque vous êtes grand-père, je crois. 2 fois. Et justement, quel grand-père êtes-vous? Je suis un grand-père pas présent. On a l'habitude d'être pas présent puisqu'on fait des métiers où on bouge, on fait des métiers où on tourne, des métiers où on n'est pas papa ne rentre pas à 6h le soir en apportant le pain. Non, désolé, non, c'est pas ça. Donc on n'a pas ce genre de vie, on n'a pas ce genre de famille. Mon fils est musicien aussi, il a des projets musicaux, il fait du studio, il reste jusqu'à point d'heure dans un studio. On n'a pas des vies réglées, quoi. Ou alors on a des vies déréglées, logiquement déréglées. Donc la présence c'est pas un truc qu'on prend en compte. D'autant que les vacances, tout le monde est à la maison. Hein, on est d'accord. C'est tout le monde applique encore ça. Mes deux petits-fils, ils sont au Québec. Mais donc moi je fais avec, je suis un papa, je suis le grand-papa de mes petits-fils. L'amour qu'ils distribuent, on est des malades de l'amour. Nous on se dit je t'aime tout le temps. On se dit je t'aime dans la rue, quoi. Et on se dit je t'aime, on s'envoie je t'aime. C'est important. Parce qu'on s'aime, parce qu'il faut dire qu'on s'aime quand on s'aime. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est c'est très très fort, ça. C'est capital, quoi. C'est capital. Vous avez choisi la chanson Cécile, ma fille de Nougaro pour symboliser l'amour. Oui, précisément. Chanson d'amour, ouais, d'abord, il y en a plein possibles et elles sont tellement. Ouais, c'est l'amour de ma fille, d'amour de nos filles, de mes filles. Me paraît très important aussi. Elle voulait un enfant, moi je n'en voulais pas. Pourtant, ce lui fut facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Quel papa n'a pas eu cette pensée-là? C'est vrai. Merci de nous. Merci mon Claude. On arrive à la partie féerique de cet entretien. Que signifie pour vous le bonheur? Épanouissement qui vient. Ouais, le bonheur, ça m'intéresse pas vraiment, la vérité. On vit des moments de bonheur, des instants de bonheur, mais le bonheur, j'ai toujours tendance à penser que c'est une sorte d'encéphalogramme plat. Et que au bout d'un moment, le mec qui vit que dans le bonheur, qu'est-ce qu'il doit se faire chier? Non, c'est des instants de bonheur qui viennent après un combat, qui après une maladie, qui viennent après un mal de dents, une rage de dents, un rage de dents qui s'arrête, mais c'est le bonheur intégral. Vous avez choisi un film pour illustrer le bonheur. Love Actually. Ah ouais, parce que Love Actually, c'est la vie d'amour comme on la rêve, enfin l'espèce de petit truc, c'est la vie amoureuse, un rêve. La plus belle étant le mec qui descend jusqu'au Portugal. Et puis c'est extraordinaire. C'est un film mythique. Donc j'ai pas l'impression de faire preuve d'un grand intérêt en prenant Love Actually, mais j'ai aimé ça. C'est la vie, on la voudrait. Hugh Grant, un premier ministre britannique qui va dans les quartiers populaires. Excusez-moi, c'est improbable, improbable. Et la joie que vous inspire-t-elle? Est-ce un sourire comme le titre de l'une de vos dernières chansons que j'adore tout particulièrement d'ailleurs? La joie, mais un sourire, c'est pas la joie. Oui, mais cette chanson, je l'adore et je trouve qu'elle a. Vous avez remarqué qu'elle se finit par ce sourire est plus fort que à changer le plan en or. D'accord.
C'est-à-dire, c'est pas ce sourire, mais je suis très sensible à ça, moi. Autant je suis un extravagant, autant j'aime la demi-teinte, quoi. Et un sourire, c'est toujours un peu une demi-teinte. Il y a toujours une pensée derrière un sourire. Un éclat de rire, c'est simple, c'est un flash. Waouh, on rit. C'est de l'immédiat. Alors que derrière un sourire, il y a toujours une pensée, il y a toujours un truc, que ce soit intellectuel ou au niveau d'émotionnel pur. Hein. C'est jamais gratuit, alors c'est béné, on est chez les bénés. Et du coup, la joie, que vous inspire-t-elle? La joie, Oui. à mon âge, c'était la joie à 25 ans, à 25 ans, 30 ans, n'est pas la même. Il y a rien qu'on retrouve à 80. Alors j'éprouve de la joie quand je me mets à table avec une bande de copains et de la famille et qu'on fait des grandes tablées, et qu'on se marre et qu'on échange et qu'on refait le monde, etc. C'est de la joie pure, mais c'est moins, c'est plus ramassé, c'est plus condensé, c'est plus la volonté que ce soit plus rare. Mm-hmm. Alors qu'à 25 ans, on en prendrait bien tous les jours, quoi. Moi, je pense qu'il faut que ce soit plus rare. Et pourquoi? Pourquoi il faut que ce soit plus rare? Parce que sinon, ça devient fatigant. C'est comme vous savez, ces spectacles où vous riez tout du long et à la fin, vous avez les risorius qui sont un peu coincés. Ils sont coincés, mais il n'y a pas de vraie joie, il n'y a pas de vrai truc. Donc, je préfère imaginer des occasions, mais en partant du principe que, par exemple, en été où il y a toutes les tablées et machin, elles sont pas toujours joyeuses. Des fois, il faut se protéger à 80. Alors qu'à 25, on en bouffe tous les jours. À 80, on se protège. Ce soir, on va peut-être, avec Sonda, on va peut-être, ouais, et puis on les laisse, et puis Sonda, et puis ils font la fête. La différence, c'est que Sonda les rejoint pour moi pas, pour aller danser. Mais vous avez besoin de vous ressourcer aussi. J'aime assez, ça c'est un truc assez nouveau, j'aime assez le silence. Mais ça, c'est la Corse qui m'a éduqué. Là. On vit dans un calme absolu, quoi. Extraordinaire. Oui. Mes amis les jolies fées ont un message à vous transmettre. Est-ce que vous acceptez? Ah! Est-ce que vous acceptez de recevoir leur message? Bien sûr, j'ai connu une fée. Quand vous étiez jeune? Quand j'ai commencé dans ce métier, oui. J'ai rencontré une fée qui s'appelait Rolande Bismuth. Ça a été ma fée. Malheureusement, elle avait aussi des reins. Elle en a eu un cancer même. Il y a 55 cartes. Est-ce que vous voulez que je les batte et on voit le message qui tombe tout seul, ou est-ce que vous préférez me donner un chiffre ou un nombre entre 1 et 55? 21. La découverte. Sors de ta zone de confort, tu découvriras de merveilleuses opportunités. J'ai déjà eu ça. Et en général, j'ai répondu, j'ai fait passer mon temps à sortir de ma zone de confort. J'ai passé ma vie à sortir de ma zone de confort. C'est pour vous inviter à continuer dans cet élan créatif. Ah, mais il n'est même pas question d'arrêter. C'est Cocteau qui a dit on ne crée bien que dans l'inconfort. J'en ai fait un de mes mantras, quoi. On ne crée bien que dans l'inconfort. Et la création, c'est jamais confortable. Ouais, je suis jamais resté dans une zone de confort. Jamais. Donc, elles vous connaissent bien, les fées. Ouais, bah oui. Moi, alors, dans l'irrationnel, c'est bien qu'ils partent maintenant, c'est bien qu'elles sortent maintenant. Ça veut dire qu'il y a encore un bout à faire. Elle me parle pour le futur. Mais bien sûr, ma cocotte. Alors, on approche de la fin de l'émission. La gratitude fait-elle partie de votre vie? Le remerciement, la gratitude. Est-ce que vous êtes aussi démonstratif qu'en amour, finalement, quand vous exprimez des je t'aime aux personnes que vous aimez, est-ce que vous exprimez facilement le remerciement? Je suis obligé de faire deux plans. Deux plans parce qu'il y a l'espèce de remerciement automatique qui m'ennuie, qui sert à rien, du focusisme total. Et puis la gratitude, la vraie, celle qui est, celle-là, je sais non seulement exprimer, mais je l'exprime. Mais d'une manière ou d'une autre, les gens vers lesquels j'ai de la gratitude restent dans ma vie. C'est-à-dire, ils ne sortent pas de ma vie. Je ne les sors pas de ma vie. Et ils font partie de ma famille, ma mafia, mon clan. J'ai dit mon clan parce que je suis le vénérable. Maintenant, effectivement, ils sont plutôt derrière moi, mais
je suis pas mécontent de ce rôle de vénérable, parce que d'abord, je les emmènerai jamais vers là où ils doivent, où j'ai pas envie qu'ils aillent, où je pense qu'ils ne doivent pas aller. Mais bon, ça se présente pas. Et puis, j'ai pas affaire à des crétins non plus. Mais j'ai de la gratitude. Je rêve d'avoir à la fois l'argent et la possibilité de le faire. Ça, faut trouver l'occasion. Je voudrais, à un moment, louer un endroit un point d'eau pour les grands fauves, j'aimerais réunir pour un grand pot final tous les musiciens avec lesquels j'ai pu bosser. Ça fait un paquet. Parce qu'entre les Anglais et les Français, ça fait un paquet. Et à eux, j'ai envie de leur dire à quel point je les ai aimés, à quel point je leur sais gré, c'était ça. Je leur sais gré de m'avoir adoubé en tant que musicien, parce que j'étais pas rien. Quand j'ai commencé, j'étais rien, hein, j'étais que dalle, hein, j'arrivais du cinéma, j'étais rien, puis petit à petit, parce qu'ils ont vu comment j'ai progressé, ils m'ont reconnu mon statut de musicien, et j'ai pu rencontrer des musiciens de grande valeur, de cette gratitude-là, je ne peux pas l'exprimer, j'ai envie de l'exprimer. Elle est un peu moins intime que que la gratitude que j'ai envers les gens qui m'ont aidé à vivre, qui m'ont aidé à avancer. C'est ma chair, c'est votre sang. C'est ma chair, c'est mon sang. Je suis des leurs et ils sont des miens. On est tous des nôtres. Je vois pas autrement. Je vois pas comment vous le formuler autrement. Un grand merci Michel pour ce moment de partage et d'authenticité. Alors avant de nous quitter, je rappelle que votre album La vie, l'amour, etc. est disponible et à partir du mois d'avril, vous êtes en tournée en France et en Belgique. Au plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Douceur et Confidence. D'ici là, prenez soin de vous, rayonnez l'amour. À bientôt.